C'est moi qui vais animer cette séquence sur les témoignages qui sont dans l'axe de Jalma, c'est contribuer à faire évoluer les attitudes face à la fin de vie et à la mort par une présence auprès des aidants. C'était le thème de notre week-end. Vous allez entendre 5 courts témoignages de nature assez différente. Mais en attendant que les dernières personnes rentrent, je voulais vous préciser, puisque maintenant le silence est là, que nous avons à Lyon un illustre prédécesseur qui s'appelle Jeanne Garnier. Jeanne Garnier est née à Lyon au début du 19e siècle. Elle a créé un mouvement extraordinaire dont vous connaissez bien entendu aujourd'hui des fruits, y compris aux États-Unis. Simplement pour vous dire qu'à cette époque-là, comme vous voyez, comme on a progressé, puis j'en dirai pas plus, à cette époque-là, les malades qu'on pouvait soigner allaient à l'hôpital. Ceux qu'on ne pouvait pas soigner, on les appelait les incurables. Les incurables, ils mouraient dans la rue. Et cette Jeanne Garnier a eu une rencontre une fois, comme souvent, d'une personne incurable. Elle s'en est occupée, elle a construit ensuite des établissements d'accueil jusqu'au sommet de la colline de Fourvière. C'est tout, voilà. Mais sa vie est absolument passionnante. 5 courts témoignages, donc, de nature différente. À la fin de ces témoignages, vous rejoindrez la salle où vous venez de déjeuner, à la table dont vous avez le numéro. Voilà. Et à cette table-là, je vous donnerai des consignes de travail à la fin des exposés. Ces consignes de travail, vous les trouverez également sur les tables. Je vous propose d'abord qu'on écoute le témoignage de Monique, de Lyon. Vous avez les noms sur les panneaux, ça va très bien. Qui nous parle de son expérience d'accompagnement des familles dans une unité de soins palliatifs. Monique, à toi. Est-ce que... Ça va comme ça? Alors, pendant environ 6 ans, j'ai accompagné des malades hospitalisés et leurs proches en unité de soins palliatifs au rythme d'environ 1 fois par semaine. J'ai passé 3 ans à la maison Jeanne Garnier à Paris, 3 ans à l'hôpital des Charmettes, et j'accompagne depuis quelques mois des malades en médecine palliative au centre Léon Bérard. Dans ce type d'hospitalisation, les familles sont le plus souvent très présentes, puisqu'il s'agit de fin de vie, parfois à très courte échéance. Compte tenu des circonstances, la rencontre avec les familles et les malades est très souvent une rencontre unique. C'est de ces rencontres avec les personnes proches du malade dont je voudrais vous parler un peu plus. Le bénévole accueille les émotions d'un ou des membres d'une famille, ces émotions que l'on essaye parfois de cacher aux malades, par respect, par pudeur, parce que l'on a peur d'aborder le sujet de la fin de vie proche et du bouleversement qui l'accompagne. Ces rencontres se font presque toujours en dehors des chambres, parfois dans le couloir ou dans l'espace réservé aux familles, parfois autour d'un thé ou d'un café. Je pense à ce monsieur qui passait la plus grande partie de ses journées auprès de son épouse malade et alitée. Leurs échanges verbaux étaient devenus de plus en plus difficiles, les échanges avec les amis extérieurs moins fréquents, car les visites beaucoup plus rares. Il avait vraiment besoin de parler. Autour d'un café, il m'a confié son chagrin, son désarroi. Il se demandait comment serait la vie après, dans ce vide sans elle, sans ces visites quotidiennes qui remplissaient tout son temps. Je pense également à cette dame complètement déboussolée qui avait momentanément quitté son domicile pour rester auprès de sa fille et qui avait besoin de parler d'elle. Nous avons fait une longue promenade dans le jardin pour évoquer cette fille, encore jeune, apparemment très brillante, et qui avait tous les atouts pour une belle réussite. Il m'est arrivé d'avoir des rencontres presque violentes, comme dans le cas de cette dame qui sortait de la chambre de sa sœur et que j'ai abordée en lui demandant « Comment l'avez-vous trouvée ?» ou quelque chose dans ce style-là.
Cette personne est entrée dans une rage terrible. Comment peut-on laisser des malades dans cet état? C'est honteux. Et autres propos du même genre. Que dire devant cette colère, cette probable demande d'euthanasie déguisée? Nous ne sommes pas toujours préparés à de telles réactions. Pour ma part, malgré la surprise et le désir d'intervenir, je crois qu'il faut laisser cette douleur s'exprimer, cette violence s'exprimer, avant tout rester calme, disponible, écouter. Je ne suis d'ailleurs pas sûre d'avoir permis à cette dame de retrouver le calme devant cette situation qu'elle n'acceptait pas du tout. La mort est souvent présente dans les échanges, mais le sujet difficile est rarement abordé directement. Il y a le problème de la fatigue du moment, l'épuisement devant une situation qui semble ne pas vouloir finir, l'angoisse du devenir après. L'accompagnement de la famille peut être très court, mais très intense. J'étais au local des chambres mortuaires où les familles venaient visiter leurs morts ou l'accompagner au moment du départ de l'hôpital. Une jeune femme, seule, est arrivée pour venir chercher son père décédé. Je l'ai sentie tellement désemparée que je lui ai proposé d'entrer avec elle dans le local où reposait son père et nous avons attendu ensemble le départ du corps. Il y a eu très peu d'échanges verbaux, mais j'ai vécu un moment très intense en sa présence. Il y a aussi les cas où on peut, non pas remplacer la famille, mais seulement être là quand la famille s'en va et nous confie en quelque sorte son malade. J'ai également connu quelques cas où le personnel soignant débordé m'a demandé d'être présente auprès d'un malade alors que la mort était imminente et que la famille n'était pas encore arrivée. J'ai pensé que ma présence dans ces moments-là pouvait permettre à l'équipe soignante de dire aux proches qu'il y avait quelqu'un au moment de la mort du malade. Un autre cas où ma présence a été demandée pour remplacer, ou plutôt je dirais compenser, l'absence d'un fils qui ne venait plus voir sa mère, car il ne pouvait plus supporter la vie de sa mère. Elle avait un visage complètement déformé par un cancer de la face, et elle ne s'exprimait plus. Je lui ai parlé longuement, et je veux croire qu'elle m'a entendu et qu'elle a senti ma présence. Au cours de ces échanges avec les familles, le bénévole est parfois amené à recevoir des confidences, souvent parcellaires, sur des situations complexes et délicates, même pour les proches. Se pose la question de l'écoute des familles. Il faut trouver l'équilibre entre être discret et aller vers. Selon les cas, la famille peut considérer que le malade lui appartient. D'autres se révèlent plus sensibles à cette forme d'accueil. Pour ma part, si la rencontre avec la famille a lieu dans la chambre, sauf demande expresse de cette famille, je me retire. Quand je vois des familles qui attendent hors d'une chambre, je m'approche. Il peut y avoir une attitude de retrait ou au contraire un accueil ouvert et même une demande. Face à ces situations, l'expérience de l'écoute acquise dans l'accompagnement des malades a toute sa place. On est dans l'empathie, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de conseil. Je voudrais conclure en disant que l'accompagnement des familles peut paraître a priori moins évident pour des bénévoles préparés à l'accompagnement des malades. Pour ma part, je pense que l'écoute, la disponibilité et bien sûr la discrétion sont primordiales dans cette demande. Il faut peut-être sensibiliser davantage les futurs bénévoles à cette question de l'accompagnement des familles des malades. J'ai parfois eu le sentiment d'être plus utile à la famille qu'aux malades. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monique.